Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans C'est l'Histoire, nous allons nous consacrer à l'étude de l'accession au pouvoir de Napoléon Ier. Si je précise le premier, c'est parce que les autres empereurs des Français auront eux aussi un épisode que les admirateurs de Napoléon III ne s'impatientent donc pas. Alors isolez-vous, éteignez les lumières et préparez-vous à apprendre l'histoire avec moi, si tant est que vous ne la connaissiez déjà. Napoléon Bonaparte, né le 15 août 1769 à Ajaccio, en Corse, alors nouvelle possession de la couronne de France, possession qui venait d'être prise aux Génois quelques années plus tôt par les révolutionnaires corses, grandit dans une ambiance hostile à l'occupant français. Et très vite, ce dernier rejoindra les nombreux admirateurs insulaires de Pascal Paoli, bien qu'il dût rapidement quitter l'île pour l'école militaire de Brienne, où, de 1779 à 1784, il s'initiera à de nombreuses matières, bien qu'il semble avoir eu une certaine prédilection pour les mathématiques, et ce, au mépris des langues. En 1785, il entre en tant qu'artilleur à l'école militaire de Paris, d'où il sortira sous-lieutenant et affecté au régiment d'artillerie de la Fère, bien que cela ne l'ait guère passionné, ou vu qu'il passait le plus clair de son temps en permission, en Corse notamment. Le 14 juillet 1789, Napoléon a 19 ans, et quelques jours plus tard, il est pour la première fois de sa carrière confronté au feu. Il est chargé de réprimer la première révolte de la faim, qui éclate alors dans la ville d'Auxonne. 3 ans plus tard, il est nommé capitaine par le roi lui-même et subira la défaite de l'invasion de la Sardaigne lors de son affectation en Corse, et l'année suivante, lui et sa famille sont chassés de l'île à cause de leurs relations trop ambiguës avec le gouvernement. Ils débarquèrent alors dans le sud, où Napoléon trouva une nouvelle affectation, toujours dans l'artillerie, où il se fera connaître notamment grâce au siège de Toulon, mais aussi, ce qui est bien moins connu, grâce à son pamphlet politique, le souper de Beaucaire, résolument républicain, ce qui était dans la tendance de Paris, et donc dans la tendance des promotions. Il est promu général de brigade, à la suite du siège, et promu une nouvelle fois, mais cette fois-ci au rang de général de division, après être chargé de mater les révoltes royalistes de Paris, événement qui deviendra célèbre sous le nom de 13 Vendémiaire, date du calendrier républicain à laquelle les événements ont eu lieu. Il se mariera avec Joséphine de Beauharnais et prendra les rênes de l'armée d'Italie, chargée d'occuper les Autrichiens et de dégarnir le front du Rhin. Dès lors, tout s'accélère pour le jeune général. La campagne d'Italie est un succès phénoménal grâce aux victoires de Lodi et d'Arcole, tout en ne perdant pas de vue l'Autriche, car Klagenfurt, dans le sud de ce pays, reste l'objectif principal de cette opération, et il ne fait point doute que Vienne eût été un moment l'objet de ses ambitions. Quoi qu'il en soit, il revient riche et en triomphe. Riche, mais pas assez. Le Directoire, alors dominé par Barras, lui soumet le projet d'invasion de l'Angleterre que Napoléon refuse, mais propose toutefois l'idée de couper la route des Indes aux Anglais en leur dérobant l'Égypte, étape indispensable au commerce des épices en Méditerranée. Ce qui arrange beaucoup de monde, car la présence de Napoléon commence à devenir indésirable, au vu de sa popularité sans cesse croissante. Napoléon débarque donc à Alexandrie, qu'il transforme en véritable tête de pont pour l'armée française d'Orient, et conquiert rapidement le delta et le nord de la vallée du Nil. Les Mamelouks ne lui opposant qu'une résistance peu assurée, le véritable ennemi du général reste la peste qui décime son armée et qui démoralise ses troupes. L'armée continue progressivement sa route vers l'est, capture El Arish et remonte par la suite vers la Palestine jusqu'au fatidique siège de Saint-Jean d'Acre, qui mettra fin aux ambitions françaises au Proche-Orient. Napoléon rentre alors en France défait, mais pas abattu, car il dissimula son échec militaire à travers toutes les merveilles qu'il ramena du pays des pharaons. Et il ne faut pas oublier non plus le fantastique héritage culturel que par exemple Champollion nous a légué notamment grâce à la fameuse pierre de Rosette qui permet de traduire les hiéroglyphes. Napoléon eut aussi pour projet, bien que cela fût évasif, de reconstruire l'ancien canal reliant le Nil à la mer Rouge et qui aurait fait précurseur de notre actuel canal de Suez. À son retour en France, Napoléon apprend que toute l'Italie qu'il avait conquise a été rendue aux Autrichiens et ce dernier entreprend de la reconquérir et y parvient de justesse à la bataille de Marengo, qui est une victoire à la Pyrrhus pour le nouveau premier consul. Premier consul, car entre-temps, Bonaparte, à l'aide de certains appuis politiques, tels que Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, dont nous parlerons dans un autre épisode, a pris le commandement du pays et mis fin au Directoire pour s'arroger le pouvoir avec d'autres hommes politiques, Sieyès et Ducos. Sur le papier, il contrôle les armées, dans les faits, il contrôle tout. Et le consulat n'est que la première marche vers l'ascension de l'Empire,
car après avoir à nouveau vaincu en Italie, le futur empereur signe les accords d'Amiens et la paix règne enfin sur l'Europe. Mais hélas, pour une courte durée. Déjà en France, les royalistes reprennent du poil de la bête et tentent d'assassiner le premier consul lors de l'attentat de la rue Saint-Nicaise, bien que les jacobins furent d'abord accusés de ce forfait. Toutefois, bien que la paix fût signée, cela ne signifiait pas pour autant que les problèmes d'ordre militaire allaient cesser. Sauf que cette fois-ci, les ennuis en question venaient de bien plus loin que jamais. En 1802, un corps expéditionnaire français accoste la colonie de Saint-Domingue, aujourd'hui Haïti, pour tenter de rétablir l'autorité de Paris sur l'île et s'en servir comme base de relais pour la Louisiane, que Napoléon veut développer pour contrecarrer le monopole britannique en Amérique du Nord, qu'ils ont acquis à la suite de la guerre de 7 ans. Mais l'opération s'avérera être un échec cuisant, la maladie tuant la plupart des soldats européens. Le chef des insurgés, Toussaint Louverture, fut capturé, mais l'île ne fut jamais soumise à cause de la volonté de Bonaparte de rétablir l'esclavage dans les colonies. Et bien c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez connaître la suite, vous pouvez toujours regarder la deuxième partie de cet épisode, qui sortira prochainement, ou bien sortir vos bouquins, fouiner sur internet, bref, instruisez-vous. Quoi qu'il en soit, je vous dis au revoir, adieu, ou à la prochaine, c'est selon.